merci à tous d'être là. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette session Open Source et Cloud qui va parler d'innovation, évidemment, mais également, on va aller aborder d'autres sujets. Tâche assez délicate d'évoquer le monde du cloud et de l'open source pour diverses raisons. En fait, le cloud, c'est assez dur à généraliser. On peut un peu tout et rien dire quand on dit cloud. Donc, dans le sujet cloud et open source, il y a les sujets de partenariat avec les éditeurs, il y a les sujets des bases de données, par exemple. Il y a aussi les sujets des composants internes qui font tourner les clouds, des composants sur lesquels les cloud providers veulent éventuellement créer des communautés ou rejoindre des communautés. Et on a, il faut le dire aussi, un aspect des fois un peu marketing, soit à des fins de recrutement, soit à des fins d'image. Donc, c'est dur de généraliser le côté cloud versus open source. On va essayer avec mes acolytes d'explorer un peu ces différents aspects-là, en évoquant les différents aspects d'innovation au sein des clouds et de ce qui peut être fait dans les différentes structures de cloud provider. Mais on verra aussi ensuite quel type de stratégies sont abordées par ces boîtes-là ou ces projets-là pour des fois contribuer à l'open source. Pas toujours open source, ça peut être des fois d'autres moyens et on le verra. Mais avant ça, je souhaite qu'on commence par évoquer un peu l'actualité. Et on va y revenir tout de suite. Donc, je vais faire le petit tour de table de présentation très rapidement. Je commence par toi, Julien, peut-être. Donc, à moins que tu veuilles te présenter, mais je vais le faire, comme ça on va gagner du temps. Ouais. Est-ce que je parle trop? Merci. Non, mais comme ça, vous aurez tout votre temps après pour dire des choses plus intéressantes. Donc, Julien, toi, tu es développeur sur le projet Zipster, tu es même créateur de ce projet-là, et tu as un rôle également de développeur advocate chez Microsoft, ce qui te donne une double casquette pour discuter de ces sujets-là aujourd'hui. Arnaud, qu'on ne présente plus vraiment, c'est pas lié à ton âge. Hein, je fais partie des meubles maintenant. Mais qui est du coup président et fondateur de Scaleway, cloud provider français, souverain, etc. Guillaume Laforge, développeur advocate chez Google. Bonjour. David Pilato. Alors aussi expérience quand même open source en tant que fondateur d'un projet Apache Groovy par exemple. Le micro marche là ? Ah, tu m'entends pas. Donc également contributeur open source avec la création d'un projet Apache il y a de nombreuses années, Apache Groovy. Donc j'ai la double casquette et représentant d'un cloud provider, mais aussi contributeur open source. On est les deux mêmes en fait. Tout à fait. Voilà. On a les deux entités. On bossait ensemble avant d'ailleurs. Et on va voir si vous bossez bien maintenant. Et ensuite, on a David Pilato, qui est développeur et évangéliste chez Elastic, avec également une casquette de développeur, parce que tu as fait du dev dans ta jeunesse, notamment, et avec un projet FS-Crawler. Open source aussi. Voilà. Pareil, comme les copains. C'est ça. Pareil. Sauf que toi, tu as la casquette, quelque part, plus éditeur. Ici, oui. Et ce qui va être intéressant également. Et je peux dire un mot avant ? Tout à fait. Je suis super déçu, on n'a pas une table ronde. Elle est rectangulaire en fait, et du coup je suis pas prêt à ça. On fera des remontées. Alors sinon, on courbe les tables. Je veux bien compte. Et on termine par Sylvain. Sylvain, toi, tu es fondateur de QuantStack, qui est un projet visant à amener du support quelque part dans la logistique informatique à des communautés scientifiques, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, nous sommes un éditeur de logiciels open source. On est une des principales organisations derrière le projet Jupiter. Qui sans doute est connu de nombreuses personnes dans la salle. Et je suis aussi un des directeurs de la fondation NumFocus, qui est un peu comme la fondation de Mozilla ou Apache, mais pour des logiciels de calcul scientifique open source, comme Jupyter, NumPy, Pandas, Matplotlib, tout ça. Et tu es développeur Jupyter également. Donc merci à tous d'être présents avec nous. Et du coup, pour commencer, il y a un sujet qui est un peu dans les têtes de tout le monde aujourd'hui, c'est que depuis plusieurs mois, les projets open source, de bases de données notamment, mais des fois pas que,
ont tendance à changer de licence pour se protéger de cloud providers. Alors AWS n'est pas là, donc on peut les taquiner un peu s'il y a besoin. Mais ça veut dire qu'il y a effectivement un aspect un peu défensif, sans doute. Et pour ça, j'aimerais que, messieurs, vous exprimiez un petit peu sur le sujet. Peut-être Guillaume ou David pour commencer. Comme tu veux, moi je. Allez, Guillaume. Donc je veux bien commencer. Donc je travaille chez Google. Une chose qui est quand même. Alors je pense que tous les cloud providers n'ont pas forcément la même attitude par rapport à l'open source. Et en tout cas côté Google, nous notre but, c'est pas de faire de la concurrence déloyale ou de comment on pourrait dire ça, de vous voler tout votre business, voilà, vampiriser, j'aime bien le terme. Mais au contraire, nous, ce qu'on avait décidé de faire plutôt, c'est de faire des partenariats avec les différents éditeurs. Donc, on a un partenariat évidemment avec Elastic, avec Legend Redis, etc. Parce que je pense qu'il y a la place pour tout le monde. C'est les personnes, les sociétés qui sont les plus à même de supporter, faire évoluer le produit. Donc, plutôt que de forquer le produit, d'en faire notre version, rien donner en retour, etc. Nous, on pense qu'au niveau écosystème, donc ça bénéficie à tout le monde, ça bénéficie aux utilisateurs, aux développeurs, aux clients, aux partenaires. C'est un petit peu plus intéressant, je pense, et c'est plus une situation gagnant-gagnant de faire des partenariats avec des éditeurs, dont Elastic. Et donc, du coup, en rebond à ça, effectivement, peut-être David, tu peux expliquer le contexte à côté Elastic. C'est ce que j'allais faire. Oui, effectivement, du coup, on apparaît comme les mauvais. Là, on a changé de licence. On n'est plus sur une licence open source en tant que telle. Donc, pour donner un peu de contexte, quand on a créé le projet Elasticsearch, il était sous licence Apache 2. Et puis, on a cherché à faire un business model au-dessus de la partie open source. Alors, il y avait une phrase que j'aime bien de notre PDG de l'époque chez Bannon qui disait l'open source, c'est pas un business model, c'est un distribution model. Et c'est vrai, en fait, ça permet de distribuer très largement un petit peu partout. Par contre, c'est pas un business model, on ne peut pas vivre avec juste l'open source, il faut créer son business model au-dessus. Et une des idées qu'on avait, c'était au début le Ghostbuster business model, où en gros on dit quand vous avez une panne, qui c'est qu'on appelle? Ok, c'est le support, et voilà, et on faisait le support. Je te fais les bruitages. Merci. Mais ça ne fonctionne pas en fait, notamment... tout le monde n'a pas envie spécialement d'avoir du support, et surtout quand on a un produit qui est plutôt stable, qui marche bien, et voilà, donc les gens se disent non, il n'y a pas besoin de support. Donc il faut trouver un autre business, et l'autre business a été de dire on va rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Et pour les avoir en exclusivité, on les a licenciés sous une certaine forme de licence. Du coup, on avait deux parties, une partie sous licence Apache 2, qu'a pu exploiter n'importe quel fournisseur de services, que vous avez pu exploiter dans vos projets, dans vos entreprises, etc. Et puis une autre partie qui s'installait sous forme de plugin qui était sous licence Elastic, celle-là où il fallait avoir une licence commerciale. Et puis on a remarqué que nos amis d'AWS ont eux-mêmes remarqué, en scannant un petit peu sans doute les instances qui tournaient chez eux, qu'il y avait beaucoup d'Elasticsearch installés, donc ça devait être un projet cool. Et donc, ils se sont dit, tiens, si on faisait du business, nous aussi, et si on faisait du Elasticsearch as a service. Donc, ils avaient complètement le droit de le faire, ils ont pris la version sous licence Apache 2, et ils l'ont exploité et opéré eux-mêmes. Sauf qu'ils ont rajouté leur propre plugin, ils ont fourni une version qui n'est pas exactement la version qu'on fournit, mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on fournit. Et du coup, on s'est retrouvé avec un... Je parle trop? Non, ça va? C'est intéressant, non? Non, parce que... quand je suis parti. Si c'est chiant, on te coupe. Hein. On s'est retrouvé avec du coup un Elasticsearch par AWS qui n'était pas exactement le même Elasticsearch fourni par Elastic. Et les gens étaient assez confus là-dessus. Donc il y a eu un problème. Un premier problème, c'était un problème de naming. Comme ils utilisaient le même nom que nous, finalement ça posait une confusion chez les utilisateurs. Et les autres utilisateurs ne trouvaient pas toutes les fonctionnalités. Et là, s'est posé la question pour nous, comment on fait pour contre-attaquer un petit peu ça et faire en sorte que les utilisateurs restent chez nous. Alors soit ça peut se faire avec un partenariat, comme on fait avec Google et Azure très bien, et puis d'autres opérateurs de cloud, Clever Cloud pour le nommer en France. Soit on essaye de bloquer un petit peu les gens qui veulent vampiriser notre business model qui permet de faire vivre les ingénieurs qui bossent sur le projet open source.
Et le seul moyen qu'on a trouvé, ça a été de changer la licence, en fait. Et donc, on a travaillé sur une autre licence, qui est une licence élastique. Et elle n'est pas open source, cette licence. Alors, les gens ont eu peur un petit peu en se disant « Ah, élastique, c'est plus gratuit, c'est plus open source. » Ouais, parce qu'en France, on a cette confusion entre open source et gratuit, c'est pas du tout la même chose. Et pour être une licence open source, il faut être référencé à l'OSI, qui vraiment gère les licences open source. Et la licence élastique, aujourd'hui, n'en est pas une. Peut-être qu'un jour, ça le deviendra. Je ne sais pas quel sera l'avenir. Mais pas mal d'autres opérateurs, comme Mongo, etc., ont fait, Redis aussi, ont fait le même circuit et même cheminement que nous, finalement, pour arriver à se protéger. Mais il faut préciser que c'est une licence qui permet toujours aux entreprises de l'installer chez eux, de l'utiliser et d'avoir cette continuité-là. Pour 99,9% des utilisateurs, ça n'a absolument rien changé. C'est uniquement pour ceux qui veulent fournir du Elastic as a Service, qui est directement en concurrence frontale avec nous, en fait. C'est ça. Donc, j'ai résumé. Très bien. Et en fait, je pense que ce point-là était quand même intéressant et important parce qu'il résume très bien le problème en fait, de vie des éditeurs versus les clouds. Puisque effectivement c'est open source, c'est assez tentant pour un cloud provider de se dire bon bah je reprends la solution et c'est entre guillemets 100% des revenus pour moi. Sauf qu'en fait la solution elle n'existe pas s'il n'y a pas une soutenabilité de l'écosystème et de faire en sorte que les éditeurs puissent vivre et prendre aussi leur part. Ceci étant, et pour moi aussi être cloud provider, et je pense que Arnaud, on va se retrouver dans le discours, c'est que ce n'est pas toujours facile non plus de discuter avec certains éditeurs et de leur dire, bah, écoutez, faisons un partage de revenus et faisons quelque chose d'intelligent. Et puis effectivement, avec Elastic, on sait le faire et on est content de ça. Et on peut parler d'un autre projet avec une feuille verte où là, c'est plus compliqué. Parce qu'ils vont nous dire bah, achetez d'abord 100 000 licences et débrouillez-vous pour les vendre, mais vous les achetez d'abord. Et sauf que nous, ça nous engage sur la qualité du produit, sur est-ce que ce qu'ils vont faire va continuer à percuter, être percutant et pertinent dans le marché où ils sont. Donc quelque part, on devient les seuls à porter ce risque. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est plutôt partager ce risque. On veut bien, nous, industrialiser la mise en production, gérer l'administration, les opérations, mais avoir quelque part du support aussi de leur part pour les contrats premium, mais plutôt sur un modèle du coup de partage de revenus. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que les éditeurs sont assez peu enclins à le faire. Alors, je ne sais pas, Arnaud, si tu as cette expérience-là aussi de ton côté, mais... C'est un sujet évidemment complexe. Après, il faut bien comprendre que dans le monde de l'open source, en tout cas qui nous concerne directement en tant que cloud provider, il faut bien dissocier ce que j'appelle les vrais projets communautaires open source, par exemple le kernel, tout ce qui est GNU, ou même Postgres par exemple. C'est des projets qui existent depuis 25 ans, qui ne sont pas sous une société éditrice de logiciels, mais qui sont vraiment des projets communautaires, où là il n'y a pas de question concernant l'exploitation as a service de ces logiciels qui sont connus de tous et qui sont aujourd'hui vraiment la base du besoin. Après, moi j'ai connu par exemple la société Bachot, que tu as connue aussi, qui avait édité une base de données qui s'appelait RIAC. Et un peu tous ces logiciels d'éditeurs qui ont développé des logiciels open source, mais bon, sans vraiment de communauté derrière, le modèle économique a toujours été extrêmement complexe. Ça a toujours été les modèles économiques autour du service, autour du support, autour de modules complémentaires. Et après, évidemment, on est tous conscients que c'est un modèle économique qui ne tient pas. Ça fait plus de 20 ans qu'on voit ces modèles économiques chez les éditeurs de logiciels. On voit très bien que ça ne scale pas en termes de revenus. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, acteurs, je pense que c'est la même chose pour mes camarades et c'est la même chose pour vous, on est extrêmement ouverts à aider ces éditeurs à partager les revenus, évidemment. Mais on a aussi en face de nous des acteurs qui préfèrent travailler avec les trois géants et qui ne s'intéressent pas vraiment au deuxième tiers, au troisième tiers du marché, où on est plus des acteurs locaux, européens, voire régionaux, et sur lequel le ticket d'entrée qu'on nous demande se chiffre parfois en millions d'euros, ce qui est un peu compliqué. On ne s'appelle pas AWS ou autre, et on n'a pas non plus les mêmes moyens. Et quand on parle d'un logiciel open source, je préfère qu'on parle de partage de revenus plutôt que voilà, le ticket d'entrée, c'est ça, et discutons après. C'était ce que j'évoquais sur effectivement le partage de la prise de risque, entre guillemets, de faire quelque chose en commun. Exactement. Et donc ça aujourd'hui, c'est une énorme barrière à l'entrée, notamment quand l'éditeur de logiciels commence à faire du multi-cloud, par exemple, le projet Atlas, par exemple.
qui va scaler sur les 3 acteurs dominants du marché. Et puis nous, acteurs de deuxième tiers, on se retrouve complètement bloqués. Et la seule possibilité que nous avons, c'est d'acheter des licences à des prix exorbitants où on ne peut même pas commercialiser nos produits au même prix que MongoDB le commercialise en direct. Donc c'est aussi une barrière à l'entrée sur ce marché qui nous paraît, nous, en tout cas, anormal, surtout quand il s'agit d'un logiciel à l'origine open source, qui a fait l'objet de nombreuses contributions communautaires. C'est très difficile. C'est des situations qui ne sont pas forcément très simples pour nous, qui apportons vraiment... nous, on offre toute la partie infrastructure, monitoring, sauvegarde, toute l'intégration, l'écosystème qui va avec. On a aussi une valeur ajoutée dans l'ensemble de la chaîne. Donc la question sous-jacente, c'est la question du financement en fait, de l'open source et du moyen en fait, pour ces éditeurs de se développer, de subvenir à leur croissance, etc. Et puis certains ont aussi eu des levées de fonds. Et donc il y a des VC derrière qui ont des besoins de rentabilité, donc il faut de la croissance. Et donc aujourd'hui, ils sont entrés, c'est vrai, dans un réflexe de se dire qu'ils allaient, entre guillemets, faire du SaaS pour capter cette valeur à la place des cloud providers, quitte à reposer sur des cloud providers, mais du coup, quand tu fais ça, tu vas d'abord chez le plus gros, puis ensuite chez le deuxième, puis ensuite chez le troisième, et puis une fois que tu en as 3, globalement, tu as créé une petite diversité. Alors aujourd'hui, ça crée une diversité américaine, désolé, messieurs. Mais si on veut effectivement créer un écosystème un peu souverain au niveau Europe, on a besoin de créer cette alternative de service par-dessus. Donc le financement, c'est un point très très important de tout ça. Et c'est aussi, quelque part, ça va nous amener sur le deuxième point, qui est comment est-ce qu'on finance de l'innovation et du coup le rôle de l'innovation le rôle de l'open source dans l'innovation des logiciels. Et là-dessus, je vais vous passer la main très très vite, mais j'aimerais qu'on évoque très rapidement quelques questions. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arbitre en interne qu'est-ce qu'on va open sourcer ou pas? Donnez-moi un peu vos critères là-dessus. Est-ce que vous avez des politiques internes, des enjeux marketing, des choses sur lesquelles vous vous dites ça c'est pertinent, etc. Donc ça, je pense que je vous donne 2-3 questions, puis après on va en discuter. Donc il y a le choix de l'arbitrage d'ouvrir ou pas. La question de l'avantage concurrentiel. Si on open source quelque chose, potentiellement, il y a du secret qu'on dévoile, si tant est que ce soit secret. Et peut-être une troisième question pour terminer sur ce point-là. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de ne pas open sourcer certains logiciels ou certaines briques? Arnaud, est-ce que tu veux commencer là-dessus? Tu prends le relais? Oui. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'intérêt de passer en open source, c'est pour créer et fédérer une communauté autour d'une innovation, autour d'un logiciel. Ça, c'est vraiment l'objectif premier, même en dehors de tout aspect concurrentiel. Le but, c'est de faire intéresser une large communauté autour d'une technologie, d'une innovation, d'un algorithme. Ça peut être beaucoup de choses. Je vais prendre des exemples qu'on connaît tous. On va prendre par exemple AWS. Ils n'ont jamais mis en open source ni S3, ni DynamoDB, ni autre. Par contre, la communauté open source a intégré pas mal des white papers et des principes de base et ont développé des logiciels open source comme Minio et beaucoup d'autres. Et ScyllaDB, il y a plein d'alternatives open source. Donc pour moi, il y a plusieurs façons de faire de l'open source. Il y a faire des white papers qui présentent un concept, et ça vous en êtes des grands spécialistes chez Google, et ce concept va être repris par les communautés open source qui vont développer tout un écosystème autour de ce concept. Microsoft aussi d'ailleurs. Microsoft aussi, oui. Ils sont deux gros contributeurs en termes de white paper. Nous, on le fait aussi. On a développé une technologie qui s'appelle Hive. On a fait un long white paper qui a suscité beaucoup d'intérêt. Donc ça, pour moi, c'est une première partie. Même on peut faire de l'open source dans de la documentation. On peut faire de l'open source en contribuant et en respectant la licence des logiciels qu'on utilise. La plupart des licences, notamment GPL, toutes les modifications que l'on fait dans les logiciels open source doivent être publiées et upstreamées. Donc ça, c'est pour moi le boulot normal d'une société qui fait du logiciel. Et après, la troisième partie, qui est vraiment la partie innovation, où là, la question, elle est
complexe, parce que c'est aussi donner des armes, évidemment, à ses concurrents. Donc, il y a la façon un petit peu Google de le faire, qui avait son innovation interne, Borg, qui s'est transformé en Kubernetes un petit peu plus tard et qui a été donné à la communauté open source, mais qui n'est pas exactement le cœur du système. Ça, oui, c'est bien de le noter. C'est quand même bien de le noter, c'est important. Et c'est aussi une autre façon de faire de l'open source et d'apporter de l'innovation au monde de l'open source. Mais je suis sûr que mon camarade à ma gauche a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donne-lui le micro. Je le prends. Donc oui, effectivement, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus faciles à open sourcer que d'autres. Parfois, quand il y a des adhérences très fortes avec les systèmes internes, même si on open sourçait le code en lui-même, en fait, ça peut être l'infrastructure derrière qui est, sans l'infrastructure, ça n'a pas de sens d'avoir le code, parce qu'on ne peut pas en faire grand-chose, par exemple. Des fois, il n'y a juste pas d'intérêt. Ou des fois, il n'y a juste pas d'intérêt. Par exemple. Pour illustrer, peut-être chez Google, il n'y a rien de standard. Le kernel n'est pas standard, la libc n'est pas standard. Ça veut dire qu'en fait, dans cette grappe de logiciels, le moindre logiciel que vous prenez n'est pas open sourçable parce qu'il ne sera pas utilisable. Disons qu'on a par exemple, tu prends l'exemple du kernel, mais je veux dire, on contribue aussi en retour, on est quand même un des gros contributeurs, des modifications qu'on fait. Après, toutes ne sont pas forcément acceptées et certaines sont effectivement spécifiques à du hardware qu'on peut avoir, des choses comme ça, et du coup, ça n'a aucun sens de les contribuer. Mais pour prendre un exemple, là, justement, peut-être qui illustrerait pas mal, c'est notre base de données Spanner, qui est, si vous connaissez le théorème de Cap, avec les trois grands axes, on ne peut pas être à la fois... Alors ça y est, consistant, disponible et partitionnable. Disponible et partitionnable. Alors, en général, j'en oublie toujours. Donc, merci de Chacun sa spécificité. m'avoir aidé. Et par exemple, cette base de données-là est presque Cap. Je schématise un petit peu. Mais c'est aussi, par exemple, parce que ça utilise des horloges atomiques pour pouvoir synchroniser les transactions, etc. On a écrit des white papers où on explique comment on fait ces choses-là. Mais après, open sourcer en soi, qu'est-ce qu'on open source? L'horloge atomique? Non, ça n'a pas trop de sens. Mais on explique en tout cas comment on le fait pour que d'autres éventuellement puissent le refaire. Donc on avait aussi un partenariat avec, par exemple, CockroachDB, qui est une réimplémentation des principes de Spanner, et où on discute avec eux, tiens, comment vous pourriez faire vous aussi avec, par exemple, des horloges atomiques. Donc pour illustrer un peu ça, quelque part, tout l'écosystème Big Data des dernières années est globalement né de ça. C'est-à-dire que les papiers que sont Chubby, GFS, Bigtable, tous ces papiers-là, en fait, ça a donné quoi? HDF, Zookeeper, HDFS, Hadoop, HBase, etc. Et donc, ces projets-là ont été, alors, parfois, malheureusement, utilisés pour des besoins qui ne les justifiaient pas. Mais c'est le problème du marketing, c'est que des fois, on se dit il me faut absolument du Big Data. Et en fait, non. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que peut-être qu'au lieu de... Parce qu'à cette époque-là, sur ces sujets-là, Google a poussé plutôt des white papers, alors que Google aurait pu aussi choisir d'open sourcer peut-être l'implémentation et aurait été peut-être plus partie prenante de l'écosystème qui a été engendré de ces white papers, de ceux qui ont réimplémenté ces principes-là, par exemple. Et du coup, est-ce que tu sais me dire pourquoi c'est pas forcément un réflexe? Pourquoi est-ce que, parce que j'imagine que quand le papier sort, ce qui se dit, c'est que globalement la solution, elle a à peu près 10 ans derrière, c'est hyper mature. Il y a un intérêt entre guillemets académique pour faire avancer un peu le domaine, aussi recrutement, parce que du coup tu dis il y a des choses intelligentes qui se font. Mais qu'est-ce qui bloque pour ne pas aller sortir des projets comme ça? Moi, alors c'est plus mon impression à moi, je ne veux pas dire que c'est Google qui a dit que, mais je pense que ça reste quand même plus l'adhérence au système interne, etc., où open sourcer n'a pas forcément, ce que je disais tout à l'heure, n'a pas forcément de sens quand c'est tellement adhérent à ce qu'on fait en termes de hardware, de système, de réseau, etc., que donner du code, s'il n'y a pas tout ce qui va avec derrière, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais par contre, c'est vrai qu'on a, dans le cadre de Kubernetes, même si ce n'est pas Kubernetes qui est vraiment utilisé par Gmail, YouTube, etc., on a quand même préféré open sourcer quelque chose qui est les principes de ce qu'on fait en interne, parce qu'on s'est dit, autant être vraiment acteur de cet environnement-là,
plutôt que d'être simplement un spectateur de ce que les autres vont Bah, faire. Quoi. oui, c'est même que Cube est né open source Ouais. avant d'avoir une quelconque réalité. Concrète, Ouais. Tu vois, ça me rappelle, parce qu'en fait, le truc, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, derrière, tu as des équipes d'ingénieurs qui, en fait, ont une problématique, qui vont tenter de résoudre la problématique, qui vont la mettre en prod, qui vont faire une bascule, etc. Dans cette échelle-là, personne ne s'est forcément dit open source, pas open source. Et quelque part, c'est aussi une dynamique d'entreprise ou de management ou de marketing, pourquoi pas, qui influe ça. Alors le truc, c'est que des fois, ça se voit sur le marché. Et je vais vous raconter une petite anecdote rapide. C'est qu'un jour, il y a Facebook qui a publié un papier sur leur time series DB qui s'appelait Beringue. Et puis dans le papier, il y avait une petite coquille qui s'était glissée. Et puis un jour, ils ont open sourcé la solution. Et là, il y a plein de gens sur GitHub qui se sont dit « Ah, mais il y a une faute par rapport au papier. » Puis en fait, ils ont fini par mettre un commentaire en disant « Ouais, mais en fait, le code est antérieur au papier. On a une équipe marketing qui a à peu près lu le code et qui a fait le papier basé sur le code. Et ils se sont trompés dans l'implémentation du truc. Mais du coup, c'est le papier qui n'est pas bon, mais le code source est bon. » Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, c'est l'aspect marketing RH. C'est bien de faire une publication. Ça permet à des gens de se dire tiens, il se passe des choses intéressantes, etc. Mais ce n'est pas forcément une dynamique qui vient des ingénieurs derrière. Et du coup, après, il y a quand même le côté recrutement des meilleurs ingénieurs, des meilleurs chercheurs, où ce n'est pas que le côté marketing, il y a le côté RH qui est important, je pense. C'est-à-dire que les ingénieurs, les chercheurs qui vont travailler sur ce genre de papier et de solutions et d'implémentation souhaitent travailler aussi avec le même genre de personnes. Et du coup, s'ils peuvent contribuer ensemble... je pense que c'est quand même plus efficace et ça attirera encore d'autres talents de ce type-là quand même, en plus du marketing. Julien, tu veux ajouter quelque chose sur le sujet ou Non, moi je suis pas spécial. sur la partie open source, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, nous, on a aussi plusieurs raisons d'open sourcer. Nous, on open source plein de choses par défaut, la documentation, les codes samples, le SDK. Nous, on a un portail, c'est très facile, n'importe qui peut open sourcer, il n'y a même pas de contrôle. Enfin, si vous faites un truc où il y a le respect des vies privées, s'il n'y a pas de code de prod, etc., c'est automatique. Sinon, il y a des contrôles, bien sûr, juridiques. C'est-à-dire que je peux aller voir un développeur Windows, je lui dis mets ça sur GitHub et puis c'est bon. Alors, là, je parlais des SDK, etc. La doc, ça, à la rigueur, il n'y a pas de secret, il n'y a rien de particulier. Après, effectivement, on va open sourcer des choses comme Visual Studio Code. Là, il y a peut-être un aspect marketing. Enfin, j'y pensais en vous écoutant. C'est vrai que je ne sais même pas si ça a été fait pour ça. Pour moi, c'était plus pour, on va dire, que les développeurs soient plus efficaces et que forcément, on en bénéficie derrière. Il y a peut-être aussi un aspect marketing. Mais parfois, tu démarres par du marketing et par hasard, ça prend et tu convertis ça derrière. Hein. Après, nous, on en a partout. Après, c'est la... Oui, je parle de Cube. Oui. Et puis effectivement, après, j'allais dire la vraie problématique, après, c'est le cœur du cloud. C'est-à-dire qu'on peut avoir des solutions comme Kubernetes, on peut travailler avec d'autres en, j'allais dire, coopétition via une... je sais pas, je sais que tout le monde n'est pas fan de la CNCF, de la fondation, de la Cloud Native Foundation qui gère ça. Bon, la CNCF. La Cloud Native oui, c'est eux qui gèrent Kubernetes. Truc Fondation. Et en fait, si on veut participer, alors remarque, c'est un autre point sur lequel moi je te rejoins tout à fait sur ce que tu disais tout à l'heure. Si on veut participer à la CNCF, il faut payer et ça coûte très cher, très cher. Même moi, je trouve ça c'est trop cher. Donc j'imagine pas pour toi. et non, mais je te rejoins tout à fait sur ce que tu disais. C'est injuste. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui vont être privilégiés par rapport à d'autres simplement parce qu'ils ont plus d'argent. Et c'est complètement injuste. Après, alors plus d'argent ou plus de copains, hein, parce que. J'ai vu des projets CNCF, ils étaient déjà dans la shortlist retenue et en vrai c'était dans le demi-cerveau d'un gars avec rien derrière. Hein. Non, mais je confirme. Ou soi-disant il y avait des calls tous les 15 jours pour arbitrer le truc. J'ai dit mais je peux venir. Enfin, c'est encore une fois ça, c'est vraiment le côté marketing qui du coup n'est pas non plus rassurant. Mais pour moi, là, c'est la partie la plus intéressante des discussions, c'est-à-dire ce qu'on disait avant, tu vois, les SDK, les documentations, c'est évident, c'est sympa que ce soit open source. Là, c'est la partie dure, j'allais dire, de la table ronde. C'est comment est-ce qu'on collabore ou pas, sachant qu'on est, on est en compétition derrière quand même.
Mais ceci dit, il y a un but aussi. On va dire, on veut tous aider les développeurs à être plus productifs, parce qu'on y gagne tous. Enfin, c'est le développeur qui n'est pas content sur ta plateforme, de toute manière, il ne va pas rester. Le développeur qui a la possibilité, on va dire, de migrer d'un cloud à l'autre, à la rigueur, c'est bien pour lui, il va être content, donc ça va l'attirer. Donc il y a un intérêt de tous les fournisseurs de cloud d'avoir de l'open source et on va dire d'innover en commun. En même temps, il y a une concurrence qu'on ne peut pas nier. Donc c'est la partie dure et je trouve très intéressante de la table ronde. Sylvain, tu veux prendre la suite de la discussion ? En fait, un peu plus tôt, on avait parlé en particulier du problème qu'il y avait eu avec Elastic. Donc c'est intéressant parce que Jupyter, c'est vraiment un projet qui est aussi à la base de beaucoup de services proposés par les grands clouds. Jupyter, c'est un notebook, pour ceux qui ne voient pas. Alors le notebook, c'est un des composants de Jupyter, effectivement, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a Jupyter Lab qui est plus un IDE complet. Donc la plupart des services de data science des géants du numérique étaient basés sur des technologies qui font partie de Jupyter, comme SageMaker chez AWS. Google Colab adopte le format, le protocole de communication, le kernel, mais ils ont leur propre front-end à Jupyter. Chez Microsoft, on a eu Azure Notebooks pendant un moment. Aujourd'hui, ils ont décidé de plus ou moins forquer le front-end et intégrer un notebook à VS Code et d'abandonner Azure Notebooks. Et donc, de façon assez intéressante, effectivement, comme Elastic, c'est un peu un standard de la communauté. Et étonnamment, finalement, le mauvais élève n'a pas été AWS qui, eux, vraiment contribuent et ont des corps dev qu'ils embauchent et payent au quotidien. Et là, on a plus de difficultés à avoir de l'aide des autres cloud providers sur le projet. En particulier Google, qui... on ne peut pas toujours être bon sur toute la ligne. On ne peut pas être bon sur tout. Et ce que on discute quand même beaucoup avec des gens de Google Colab dans les calls open source et réguliers qu'on a sur Jupyter. Et un des principaux freins à la collaboration, je dirais, c'est que Jupyter, ce n'est pas un logiciel d'éditeur. Il n'y a pas une société qui s'est dit on va faire Jupyter et essayer d'avoir un business model autour de Jupyter en open source. Il se trouve que QuantStack, nous, on en a un, mais on n'est qu'un parmi beaucoup. Pas tant que ça, mais quelques-uns. Et on a des calls réguliers avec nos concurrents pour collaborer ensemble sur la même base de code. Donc c'est une situation un peu particulière. Ce qui pose la question des gouvernances aussi. Et donc du coup, on a une gouvernance avec laquelle je dirais que les géants du cloud ne sont pas forcément très à l'aise parce que les cycles de release de Jupyter, ce n'est pas forcément ceux de leurs produits. Ce n'est pas forcément les mêmes priorités que ce qu'eux, ils auraient. Et donc finalement, forquer, avoir des priorités différentes, ça simplifie leur relation avec l'objet en question. Et c'est une des raisons, en fait, pas beaucoup plus que des secrets. D'ailleurs, en fait, Google Colab, il n'y a rien de secret dans Google Colab. Ils ont déjà fait des dumps complets de leur base de code sur GitHub qui ne sont pas des projets collaboratifs. C'est presque de la transparence plus qu'un projet open source. Et donc, je dirais que voilà, Jupyter n'a pas pris la direction qu'ils auraient souhaité. Et donc, ils ont adopté une partie de Jupyter et développé autre chose. Merci Sylvain. Du coup, ça m'amène un peu sur la troisième partie de cette table rectangulaire, qui est le côté qu'est-ce qui est mis en œuvre et quelles sont les différentes stratégies adoptées par les entités, alors plutôt cloud provider pour le coup, que ce soit en termes de stratégie de publication, d'open sourcing, de marketing, etc. Qui commence là-dessus ? J'avais noté quelqu'un ou pas ? Est-ce que j'avais élu quelqu'un ? Sinon, je vais désigner. Je n'ai pas noté. Bon, après, je peux démarrer si tu veux. C'est pas que je veux prendre la parole tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a, je pense, chez la plupart des grosses boîtes type cloud provider, il y a souvent des organismes internes qui s'appellent OSPO, qui est l'organisme, alors je ne sais même plus ce que ça veut dire, OSPO, Open Source Programme Office, je crois. Oui, Programme Office, oui. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément eux qui vont décider, oui, ça en open source, ça en open source pas, etc. Mais c'est souvent auprès, en tout cas, de cet organisme-là en interne,
on va les voir, on leur demande quelles sont les procédures. Enfin, si nous, en tout cas, ou développeurs d'un produit, etc. On se dit, ça, on pense que ça vaudrait le coup d'open sourcer ça, c'est intéressant pour la communauté, ça permettra de créer un écosystème, etc. Enfin, il y a différentes raisons pour lesquelles on en a déjà parlé, des différentes motivations pour open sourcer. Et après, on travaille avec eux sur, en particulier, le choix des licences, les aspects légaux, de réfléchir, est-ce qu'on l'open source, genre, j'allais dire entre guillemets dans son coin sur GitHub, ou alors est-ce que, on avait mentionné la CNCF, est-ce qu'on le soumet dans le cadre d'une certaine fondation. Il y a aussi, on l'a évoqué, tout ce qui est gouvernance. Parce que, par exemple, à certains moments, surtout quand ce qu'on a poussé dans l'open source est un petit peu jeune, on a peut-être encore besoin d'avoir un petit peu de contrôle parce qu'on n'a pas encore amené la solution là où on voulait l'amener. Et ensuite, il y a un moment souvent où c'est plus intéressant de contribuer avec les autres que quand c'est trop tôt dans la vie d'un projet, ou c'est peut-être parce que ça a été contribué en open source trop tôt. Donc il y a aussi ces discussions-là sur le bon moment d'open sourcer, sur la légalité avec des avocats, des patents, des experts des brevets, pour pas qu'on... voilà. Donc là, tu as évoqué beaucoup de choses, l'aspect gouvernance, fondation, etc. Au final, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que si un cloud provider veut contribuer à l'open source, quelle solution il a aujourd'hui pour soit contribuer, soit financer? Dans l'actualité, il y a quand même des développeurs qui ont fait des burn-out en disant je burn tout, etc. Parce que des fois, on ne se rend pas forcément compte, en fait, qu'il y a un dev dans sa cabane qui est tout seul à prendre la charge du monde entier et des Fortune 500, comme il a dit dans son GitHub. Comment on fait pour résoudre ça? Julien, tu veux dire un mot? On avait discuté juste avant de Log4j, je pense que c'est ça. Ça que il y a ça, il y a Open Collective. C'est un bon exemple en tout cas. Non mais Log4j c'est un super exemple. Enfin, moi, c'est parce qu'on a tous été confrontés à Log4j. Enfin, donc il y a une faille de sécurité qui s'appelle Log4Shell, qui est une vraie faille, vraiment. Enfin, moi, je me suis amusé, on a fait des démos, on hackait les trucs, c'était formidable. On chopait les mots de passe, c'est extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Si vous aimez bien vous amuser, c'est extraordinaire. Après, si vous êtes client, c'est beaucoup moins marrant. Et tous ceux qui ont passé leur week-end à essayer de corriger les failles par-ci, par-là, je pense qu'ils ont moins rigolé. C'était une des failles les plus impactantes des derniers mois. Partout. Il y a eu des idées marrantes pour essayer de le corriger, qui elle-même avait d'autres failles. Et Amazon a fait un truc, c'était super malin. En fait, ils avaient une faille dans leur propre truc. Bon, bref. C'était phénoménal. Mais en fait, Log4j derrière, c'est fait par un tout petit nombre de contributeurs de la fondation Apache. Il y avait un ou deux mecs vraiment qui étaient là-dessus, qui sont des indépendants, enfin qui font ça sur leur temps libre. Il faut bien voir, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'open source. Il y a de l'open source payé par une boîte. On va dire, moi je fais de l'open source pour Azure, je suis payé pour, c'est de l'open source, salarié. Je fais de l'open source à côté, j'ai mon propre projet open source, là je le fais sur mon temps libre, c'est deux choses différentes. Et le Log4j, déjà c'est plus le deuxième côté, c'est de l'open source qu'ils font sur leur temps libre, mais aussi ça appartient à une fondation, et le problème de cette fondation, de mon point de vue, alors j'aime bien la fondation Apache, c'est pas pour dire du mal d'eux, mais c'est une fondation qui reçoivent de l'argent. D'ailleurs, Microsoft, tout ça, on est partenaire, on donne de l'argent, mais ils n'ont pas de système pour rétribuer directement les contributeurs. Ce qui, moi, comme la SNCF, oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait parlé, comme la SNCF. Toutes ces fondations ne rémunèrent pas les... La plupart de ces fondations qui gèrent ces grands projets open source, ils ne rémunèrent pas les développeurs qui sont derrière. Ne rémunèrent et ne fournissent pas non plus le cadre pour avoir quelque part un support logiciel, donc qui du coup n'est pas rassurant. Sylvain, tu voulais préciser quelque chose? Ah oui, moi je suis un des directeurs de la fondation NumFocus, on paye les développeurs à NumFocus. Donc, pas le bon exemple. Donc quelque part, non mais ça montre que peut-être qu'aussi, en tant que cloud provider ou entreprise, c'est aussi à nous peut-être d'aller privilégier des structures qui sont plus fonctionnelles par rapport à nos attentes et de dire, soit de faire évoluer ces fondations-là en disant, nous, on ne met plus de logiciel chez vous parce que vous ne savez pas accompagner ça. Et... Moi, pour rebondir sur mon projet open source sur Gipster, on a un système de bug bounty et on met de l'argent sur les tickets urgents. Donc quand on voit qu'il y a un problème, on va mettre $500 dessus. Et alors il n'y a pas de garantie, c'est parce qu'on met $500 que quelqu'un va le prendre, mais ça aide quand même beaucoup. Quand il y a quelqu'un qui va te filer de l'argent, tout de suite ça marche mieux. Mais c'est un vrai souci de gouvernance et sur l'open source, c'est-à-dire que vous pouvez avoir comme ça un mec dans sa cave qui fait un produit utilisé par tout le monde, qui seront très gentils, qui a plein de qualités, sauf que ce mec-là, il a d'autres choses à faire dans la vie que de corriger votre bug la nuit, parce qu'il a une vie, parce que c'est pas son métier.
Et après, tout le monde est embêté pour essayer de corriger le problème. Donc ça pose un vrai problème de comment est-ce qu'on sécurise la chaîne logicielle et comment est-ce qu'on peut réussir à garantir aux gens que quand vous avez un bug sur un projet open source, et ben on va réussir à le résoudre rapidement. Et moi, franchement, je n'ai pas de solution hein, sur ce qu'on vient de dire. On n'a pas de. C'est des problèmes qui sont très compliqués. Et je trouve que les fondations là-dessus sont un petit peu mal équipées. Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, Arnaud, tu veux. Oui. Après, tout dépend de la communauté qu'il y a derrière. Alors, on parle d'un module bien spécifique où il y avait 1 ou 2 gars dessus. Mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les fondations même de l'open source depuis toujours, c'est surtout et avant tout des grosses communautés qui sont capables de reprendre le code. On peut parler des développeurs autour de Linux, de Postgres. Il y a des très fortes communautés de plusieurs centaines de développeurs. Donc là, la question se pose moins. Par contre, sur les petites contributions qui font partie après, ils sont intégrés sous forme de librairie dans des plus gros projets, comme le problème dont on vient de parler, c'est effectivement beaucoup plus problématique parce que c'est des bouts de code isolés par des gens qui ne sont redevables de rien du tout, à part avoir pris du plaisir à coder cette partie-là. Donc comment est-ce que le système et comment la rétribution peut fonctionner, comment la répartition de la valeur peut fonctionner dans ce modèle-là, c'est compliqué. On va prendre le kernel ou on va prendre Postgres, c'est avant tout des passionnés, ou ce sont des entreprises qui payent carrément des développeurs à plein temps pour travailler sur le logiciel open source. Red Hat est un énorme contributeur dans le kernel Linux, on le sait tous, Google aussi d'ailleurs. Mais voilà, quand il s'agit d'une petite librairie réintégrée massivement derrière, là c'est beaucoup plus complexe. En fait, tu as globalement 3 modèles. Tu as le modèle Fondation Eclipse Apache avec, quelque part, ce qu'apporte la fondation, c'est quand même la garantie d'avoir 2-3 gros acteurs avec pas un qui représente 80% des contributions. Donc déjà, ça permet de te dire que tu as une soutenabilité du projet derrière si un des acteurs se désengage. Par contre, quand effectivement tu as un problème de Log4j ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que ces entreprises-là vont mobiliser leurs développeurs à l'instant T dans l'urgence quand il y a besoin. À l'extrême, tu as effectivement le développeur qui a fait un truc sur son temps libre et puis visiblement ça rend service et le truc explose. Et entre les deux, tu as aussi la petite boîte, la petite PME ou la petite équipe qui a du coup une entreprise derrière, mais qui n'est pas du tout staffée pour aller prendre le relais sur une librairie qui explose, sur laquelle il faut faire des releases, il faut faire la maintenance, etc. Et ça a vraiment un coût derrière qui est assez insoupçonné au début, mais qui est réel. Sylvain ? En fait, je voulais vraiment insister sur le fait qu'il y a énormément de logiciels libres utilisés par des millions de gens qui sont faits par des PME. Et nous, on est une vingtaine de personnes payées à plein temps pour faire 100% de l'open source à Paris. Et le logiciel qu'on développe, il est utilisé par 100% des cloud providers, toutes les entreprises stratégiques du pays, tous les laboratoires de recherche scientifique du pays, et aucun de ces gens ne nous paye. Et pourtant, nous, on arrive à faire vivre des gens et des développeurs parce que sur cette masse de millions d'utilisateurs, comme dans une grande bouteille de lait, il y a toujours un peu de crème en haut, en fait, il y a une proportion de gens qui vont être prêts à payer du support commercial, etc. Mais en fait, c'est une question d'œuf et de poule en fait, à la fin. On ne peut pas dire le problème avec ces projets, c'est qu'ils sont un peu sous-staffés et on en dépend vraiment. Comment va-t-on faire pour qu'ils soient soutenables ? En fait, il y a une solution, c'est de faire appel à la société de services qui développe et qui emploie les mainteneurs de ces logiciels, qui vont faire monter des nouvelles personnes en compétences dans les équipes pour l'améliorer. Et surtout, éviter de se retrouver dans une situation, par exemple, dans le cas de Jupyter, par exemple, on a une problématique sur laquelle on travaille en ce moment, qui est l'accessibilité de Jupyter pour les handicapés. Aveugles, handicapés moteurs, il y a plein de sujets et de cross-sections de problématiques que les gens peuvent avoir d'usage d'un outil en ligne comme ça. Et c'est le genre de choses qu'on a le plus de mal à faire payer à nos clients parce que pour certaines parts, ça va requérir une refonte complète de partie du front-end. Et pourtant, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des solutions propriétaires qui, eux, auront fait le travail sur de l'argent qui aura été donné par des venture capitalistes, qui pourront faire, et donc en fait cocheront toutes ces cases d'accessibilité. Et ensuite, les premiers concernés par les problématiques d'accessibilité pourront dire, à raison, on ne veut pas de ces solutions open source qui ne répondent pas à nos besoins, parce que là, on est exclu aujourd'hui. Et donc, vous allez vite vous retrouver
à construire votre maison sur un terrain loué, parce que en fait, vous allez devoir vous reposer sur des solutions propriétaires. Donc, je dirais que ces logiciels qui sont parfois développés par des PME, c'est les ponts et les routes, en fait. Et on a tous un peu balayé devant chez soi, puis aussi réfléchir un peu à comment on peut ensemble avoir un pot commun auquel, qui nous permettent justement, en termes de souveraineté, il y a la souveraineté d'un pays au niveau technologie, mais il y a une souveraineté aussi de chaque société vis-à-vis des solutions de leurs concurrents, directs ou indirects. À juste titre, et je pense qu'aujourd'hui, ça reste complexe aussi d'identifier ta dépendance technologique. En fait, aujourd'hui, pour une entreprise, c'est pas forcément facile de se dire qu'est-ce qui, dans les librairies ou dans les logiciels que j'utilise, est supporté ou pas, et ça demande quelque part une vraie analyse. Alors, les grosses boîtes peuvent avoir, entre guillemets, des départements de propriété intellectuelle qui seraient capables d'aller faire cette analyse-là, mais pour un gros projet, tu vois, comme Jupyter, bon, tu sais à qui t'adresser, mais la petite lib que tu utilises dans ton soft, etc., et qui, tu vois, qui a une granularité bien plus fine, mais qui derrière peut avoir de l'impact. La dépendance de deuxième ordre. Log4j, c'est un bon exemple. OpenSSL, très bon exemple. C'est extrêmement important, mais je pense qu'une société comme un cloud provider a moins ce problème parce qu'il y a une littératie qui est énorme au niveau technologique et ils savent s'équiper d'outils pour auditer l'ensemble de leur stack assez bien. Je dirais que même dans des très grandes boîtes, si ce n'est pas des boîtes technologiques, il y a un problème de compétences. En fait. C'est-à-dire que parfois, quand on leur demande leur pratique, par exemple en termes de packaging logiciel, et qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour faire... là, moi, je travaille plutôt dans les data science, donc pour faire l'analyse de données, ils disent « Ah oui, on télécharge tel paquet. » Et donc, en fait, vous téléchargez des binaires sur Internet et vous les faites tourner sur vos machines pour analyser vos données confidentielles. C'est des machines qui ont accès au réseau. Et donc, les gens nous regardent avec des gros yeux. Et parler de supply chain security, parler de bilan reproductif, parler de plein de sujets comme ça, en fait, c'était loin de leurs préoccupations et des sujets qu'ils considéraient comme étant... on n'est pas encore au niveau sujet intéressant. On parle dont ils connaissaient l'existence, en fait. Le pire, c'est NPM. Hein. Tu prends NPM, personne n'a la modèle de ce qu'il télécharge. Hein. Il y a pire. Ah, mais bon. Faut finir, ouais. PyPy, c'est pire. Ouais. On va prendre peut-être une ou deux questions, si jamais il y en a. Juste avant, une petite question plus légère pour terminer cette session. Quelque part, est-ce que l'open source est un modèle de cloud fermé avec des API potentiellement propriétaires, c'est quelque chose de compatible? Ou est-ce qu'on va tendre vers un travail collaboratif, comme vous évoquiez tout à l'heure, Microsoft et Google qui travaillent main dans la main sur certains trucs? Je sais que côté Fondation Eclipse, il y a aussi des travaux en cours sur, ils appellent ça Open Cloud Services, je crois, pour standardiser les API un peu bas niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, pourrait intéresser ces cloud providers pour se battre plus sur l'implémentation que sur l'API et ne pas avoir de rétention? Bon, en tout cas, clairement... Pardon, je te coupe, mais sachant que quelque part sur l'object storage, S3 est devenu quelque part un peu le standard de fait là-dessus et ça résout déjà un peu ce problème-là. Ouais. Après, c'est un protocole et, qui a été facilement reverse engineeré, etc. Donc tout le monde... le supporte au final. Non, mais clairement, oui, nous, chez nous, on parle d'open cloud dans le sens où ce qu'on fait, on essaie de ne pas loquer les gens sur la plateforme pour faire en sorte qu'ils puissent éventuellement faire tourner je sais pas, leur container ailleurs. Donc ça va être effectivement des choses comme Kubernetes. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on a créé un projet open source, une spécification qui s'appelle Knative, par exemple, pour rajouter l'autoscaling sur des clusters Kubernetes. Mais par exemple, côté Microsoft, il y a KEDA. Donc il y a des fois, on arrive à collaborer, d'autres fois non. Alors sur ces projets-là, je ne connais pas trop l'historique, donc je ne saurais pas dire exactement pourquoi on n'a pas réussi à le faire. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que alors peut-être pas les clouds absents, mais en tout cas les clouds présents, on dirait qu'on a cet esprit-là, cette chose en tête qui est de ne pas enfermer les gens chez nous, ou de sorte à ce qu'ils puissent
faire tourner chez eux on-prem, dans le cloud, parce que les clients le demandent, hein, de toute façon, d'avoir une approche aussi hybride, multi-cloud, on-prem, on-cloud. Et si on n'essaie pas de prendre en tout cas une approche ouverte, je veux dire, les clients ils iront ailleurs où c'est ouvert. Donc c'est aussi un argument marketing à la fois d'essayer d'être aussi ouvert que possible, quoi. Tout à fait. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? C'était clair. Oui. À force de publier des white papers, est-ce qu'il n'y a pas un risque un jour qu'il y ait un white paper qui soit tellement mieux implémenté en open source que ça devienne le standard et que du coup vous deviez migrer? Ça serait trop bien. En fait, si on regarde... Attends, juste, on va répéter la question pour oui, la vas-y, captation. Donc la question, c'est est-ce que, si à force d'avoir des white papers, est-ce qu'à un moment donné, l'idéal serait de l'implémenter en open source? C'est ça que tu as dit? Est-ce que la version open source... Ah, que l'implémentation open source devienne la référence? Exactement. Je pense que c'était le cas. Hein, en intro, tu avais parlé de tout ce qui est Hadoop, Hive, etc. Google avait poussé ses white papers, mais n'avait pas poussé d'implémentation. Et le marché, ça a été toutes ces solutions open source-là et tout ce que les autres cloud providers également, mais nous-mêmes aussi, avons construit sur ces solutions open source-là. Et finalement, c'est amusant parce que c'est Google qui avait inventé un petit peu ces concepts-là, au travers en tout cas des white papers qui ont été publiés, mais ce n'est pas Google qui en avait tiré forcément le plus parti, et financièrement, et en termes de mindshare, de nombre de clients, etc. Donc effectivement, l'open source peut supplanter même celui qui a l'idée à la base. Et je trouve que c'est pas plus mal, hein, parce que c'est justement là où il y a un vrai écosystème qui se crée, quoi, qui se monte. Et c'est une bonne chose. Pour répondre un peu aussi sur cette question-là, il y a quelque chose qui s'appelle Jepsen dans le monde des bases de données, qui est un logiciel qui te permet de tester ce qu'on avait évoqué, le CAP théorème, la consistance des bases de données, etc. Et c'est quelque chose qui, globalement, met à mal toutes les bases de données. Il y en a 2-3 qui s'en sortent bien, etc., dans ce qui est testable. Et aujourd'hui, c'est un outil qui fait tellement référence que toutes les boîtes de bases de données, en fait, veulent leur test Jepsen pour se valider, etc. Et il y a un projet qui surpasse cet outil-là. Alors, ce n'est pas un white paper, mais qui surpasse cette capacité de test, qui s'appelle FoundationDB, et qui, pour moi, est un projet open source qui surpasse, mais de loin, en fait, beaucoup d'implémentations propriétaires et qui aujourd'hui est open source. C'est ce que j'appelle un accident industriel. Parce que Après, FoundationDB a une histoire intéressante. Hein, parce que oui, on me presse sur le temps, donc on en parlera à la bière au stand Scaleway. Apple les embauche, ils referment tout et finalement, on va peut-être ouvrir. C'est un accident industriel. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Et après, on va conclure. N'hésitez pas. Hein. Sinon, si vous avez des questions, je crois que sur le stand Scaleway, on a moyen, il y aura du champagne. Champagne, non? Champagne. Bien, merci à tous. On va quelque part faire un truc un peu improvisé là. Chacun, vous allez me dire quel est le logiciel open source qui vous a le plus épaté dans votre carrière. Allez. Ah d'accord, super. Ah ouais, écoute. Non, alors, vas-y, commence. Non, mais le truc qui m'épate le plus en ce moment, alors c'est... On peut partir à discuter pendant des heures dessus, mais ça sera GitHub Copilot, ça autocomplète le code, c'est hallucinant. Il y a plein de problèmes de licence. C'est open source. Il y a plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes. Non, mais il y a de quoi discuter pendant 3 heures. C'est pas open source, mais c'est hallucinant. Ah oui, oui, je sais, je tends le bâton pour me faire battre, mais c'est génial. La traçabilité de licence, c'est je sais. C'est pour ça. Ah oui. Attends, la bière est là-bas. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Ah oui. Je suis tout à fait d'accord, oui. C'est pour ça que je dis je tends le bâton pour pas battre. Arnaud. Des heures. Tout à fait d'accord. Moi c'est génial derrière. J'aime beaucoup ScyllaDB. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à répondre à un point extrêmement painful qui est le scaling de Cassandra. Et ils ont refait une cause base absolument magnifique en C++, qui est magnifique. En tout cas, moi, je suis ce projet avec amour parce que c'est extrêmement intéressant. Guillaume, pas le droit de dire cube. Non, mais non plus. Non, mais je sais pas, je l'ai entendu. Git aussi, ce que ça a permis d'ouvrir aussi comme bonne pratique. Alors, des systèmes de gestion de source, c'est pas le premier, c'est pas forcément non plus le meilleur.
mais aussi tout ce que les idées, par exemple GitOps, qui a été, alors, on aurait pu faire avec autre chose que Git, d'accord. Non, mais qui a la tâche ingrate, mais qui est globalement le point commun de tous les développeurs aujourd'hui. Ouais, et voilà, et ça, il y a aussi GitHub qui a émergé, etc. grâce à ça. Donc Git, je trouve ça assez chouette. David ? Ouais, assez connecté à ça, finalement. Moi, j'ai une petite émotion quand je me suis rappelé de l'arrivée de Linux. Finalement, c'était tellement nouveau. On faisait de l'Unix à mon époque. Hein, je suis vieux. On faisait de l'Unix qui était quand même un peu rude. Et là, d'un seul coup, on a pu faire du Linux un jour sur des machines pas chères, des processeurs Intel et tout. Et franchement, c'était cool, ce truc-là. Sylvain ? Il y a un projet qui a changé ma vie récemment. Donc, on travaille avec eux pour un peu le refonder différemment, qui s'appelle Pyodide. Pyodide, c'est une distribution de Python qui tourne dans le navigateur en WebAssembly. Et ça nous a permis de déployer des instances de Jupyter qui permettent de servir des millions de personnes sans avoir de back-end autre qu'un CDN pour distribuer les assets statiques. Et ça, en termes de scalabilité, même de souveraineté numérique, pour un pays qui n'aurait pas de provider cloud souverain et qui voudrait déployer une plateforme pour apprendre le Python aux enfants, la complexité algorithmique de ce qu'ils vont faire tourner pour apprendre à faire un PGCD en Python au lycée, elle est inférieure à la complexité du JavaScript qui doit afficher leur interface. Donc on peut le faire tourner dans le navigateur, ça ira très bien. Et Pyodide, c'est fantastique. On l'a utilisé en Jupyterlite, qui est cette distribution. Très bien. Je pense que ça va tout changer. Ça va peut-être à l'encontre du business model des cloud providers. Merci messieurs. Le mot de la fin, je pense que ce sera